Et bonjour et bienvenue pour cet épisode d'Encre d'eau fraîche, le podcast qui parle des livres, mais aussi et surtout des gens qui les produisent. Avec ce podcast et avec Céline, on avait envie de vous parler de littérature, hein, bien sûr, mais également de ce que ça signifie que de produire et de vendre des livres. On avait envie de voir comment marche le secteur de l'édition et comment on peut gagner sa vie avec sa plume. Et bref, on avait envie de parler du business du livre. Parce que nous, on se dit que, contrairement à ce qu'on entend souvent dans le milieu, sortir un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est mieux. On va se présenter rapidement pour que vous sachiez un petit peu, en fait, qui on est et d'où on vient avec ce podcast. Donc moi, je m'appelle Géraldine Bigiot, je suis consultante en édition et en marketing littéraire pour auteurs, autrices et maisons d'édition. Je suis une ancienne d'Amazon et d'Albin Michel et aujourd'hui, j'accompagne des auteurs et des autrices dans l'aspect marketing de la sortie de leur livre ou de leur carrière. Bonjour à vous, moi c'est Céline Spreux, je suis autrice, coach en écriture et animatrice d'ateliers créatifs. J'aide notamment les auteurs à écrire, réécrire et corriger leurs livres avec le coaching. Donc pour ce premier épisode, on avait surtout envie de parler de l'auto-édition et de ce que ça coûte. Parce que oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais ça coûte aussi du temps, ça coûte de l'énergie. Et surtout, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'on peut faire tout par soi-même en étant seul? Et sinon, si c'est pas le cas, quelles sont les solutions qui existent, les outils, les personnes qui peuvent nous y aider? Et pour parler de ça avec nous aujourd'hui, on a fait appel à 2 spécialistes, toutes les 2 très impliquées, dans l'auto-édition, soit parce que vous publiez, soit parce que vous aidez les auteurs et les autrices à publier, soit les 2. Donc nous sommes très heureuses de vous recevoir ici et d'avoir accepté de participer. Donc on va vous présenter aussi rapidement avant de vous laisser vous présenter vous-même. Donc nous avons, Émilie Lecaudiec, qui est consultante en communication et directrice marketing chez Bookelis. Et Merci d'être là. bonjour à toutes les 2 et notamment bonjour à Nathalie Bagadet qui est ancienne prof d'anglais, for sure. Elle est devenue, autrice de l'imaginaire et elle accompagnait des entrepreneurs à la publication de leurs livres signatures, même si aujourd'hui elle a décidé de se consacrer de nouveau à sa carrière d'autrice en priorité. Bonjour, merci pour l'introduction. Donc Émilie, est-ce que tu peux, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous et merci aussi de m'avoir invitée sur votre podcast. Donc voilà, Émilie, je travaille donc chez Bookelis, je suis associée et responsable directrice du marketing chez Bookelis. Je suis arrivée en 2015 parce que j'ai eu cette opportunité-là de retourner dans le monde du livre. J'étais passée par Hachette Livre quelques années auparavant pendant une courte période et j'avais vraiment adoré cette expérience. À l'époque, en 2015, Bookelis était tout petit, donc c'était vraiment une aventure qui commençait. C'était ça aussi le challenge, de faire grandir une structure sur un marché aussi qui était naissant en France. C'était déjà un marché qui était en plein essor aux États-Unis. C'est ça, hein, le créateur qui venait du monde de l'édition a vu ça aux États-Unis et a lancé le pari que ça marche en France. Donc voilà, le challenge était de faire grandir Bookelis, de faire connaître l'auto-édition dans un premier temps et l'auto-édition par Bookelis dans un deuxième temps. C'est avec notre parti pris sur le marché, notre modèle, comment on accompagne les auteurs, qu'est-ce qu'on propose et quelles sont les modalités en fait qui sont vraiment inhérentes à Bookelis. Donc voilà, on travaille là-dessus depuis moi 2015, donc Bookelis existe depuis 2013. Donc on commence à être bien installé sur le marché. On est très content parce qu'on fait de belles croissances. On continue à en faire aujourd'hui, même alors que le marché du livre est un petit peu plus compliqué ces 2 dernières années, on va dire. Et voilà, donc on est toujours une petite structure. On est 3 associés et on a 2 salariés. On a voulu vraiment automatiser un maximum de choses pour rendre les auteurs autonomes et leur donner un maximum de moyens pour s'auto-éditer de la façon la plus simple et la plus fluide possible, tout en les accompagnant de façon très humaine, où vraiment ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on propose, d'avoir quelqu'un qui est toujours là pour les auteurs au quotidien, dans toutes les étapes de l'auto-édition. Et on sait que c'est vachement important. Du coup, Nathalie, toi, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et ce que tu fais? Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé par répondre à des appels à texte à mes débuts pour rentrer un peu dans les maisons d'édition, hein. C'est quand même assez une voie royale, ça, quand on répond à un appel à texte, parce que là, les portes sont ouvertes, contrairement à d'habitude. J'ai été sélectionnée en 2 appels à texte différents. Donc ça commençait un peu en fanfare, on va dire, dans l'édition traditionnelle
Et là, j'ai vraiment déchanté en découvrant le contrat d'édition, en découvrant que, je n'avais vraiment pas voix au chapitre en ce qui concernait la couverture, le prix du livre, la date de publication et surtout la durée de vie du livre. Sans compter que, bah, j'étais la personne la moins bien rémunérée de la chaîne du livre. Ça a été, vraiment une déconvenue de réaliser que les auteurs gagnaient, moins que l'imprimeur. Enfin vraiment, c'était pas admissible pour moi. Et donc après ces 2 aventures qui étaient pourtant, des aventures humaines, belles et j'ai pas été éditée par des éditeurs, escrocs, ce qui peut arriver aussi, hein, dans ce métier. Malgré tout, j'étais tellement frustrée de l'expérience, ça c'était pour des nouvelles, que pour mon premier roman, j'ai choisi de partir en auto-édition. Et je l'ai pas regretté parce que là, j'ai vraiment découvert, oui, il y a du travail, on va en parler, mais j'ai découvert la liberté de choix et surtout la longévité pour mes livres parce que mon premier livre auto-édité, il est toujours disponible et c'est toujours mon best-seller annuel. Quand je fais mes comptes à la fin de l'année, même si j'ai écrit pour moi, de bien meilleurs livres après coup, c'est toujours ce livre-là parce que la thématique, c'est l'Écosse, ça plaît énormément aux lecteurs. C'est toujours ce livre-là qui revient en tête, dans les salons ou, chez Amazon. Donc je me dis que s'il avait été édité, il serait mort et enterré depuis très longtemps. Alors que là, au moins, il me permet de continuer à perdurer et à plaire au public. Donc voilà, je suis auto-éditée depuis 2014. J'ai été éditée au début en 2012 et 2013. Auto-éditée depuis 2014. J'ai été recontactée ensuite par une maison d'édition pour mes livres jeunesse, et j'ai accepté parce que là, comme on était 2 auteurs, l'illustratrice et moi l'autrice, c'était compliqué à gérer les droits d'auteur en auto-édition, et ça me faisait, voilà, une autre expérience. Être autrice hybride, c'est aussi très intéressant. On joue un peu sur tous les tableaux comme ça, et là, la maison d'édition qui éditait les livres jeunesse a fermé ses portes l'été dernier, donc je suis vraiment désormais que autrice auto-éditée. OK, merci pour ta présentation. Donc, bah, justement, on va poser, d'abord le contexte et parler du marché du livre. C'est vrai qu'on entend dire que le monde du livre ne va pas bien, que les maisons d'édition tirent la langue pour différentes raisons. D'abord, il y a la crise du papier qui ferait monter le prix des livres. Il y a le fait que les jeunes acteurs liraient moins. Il y a le fait que le marché stagne, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que les maisons d'édition prennent moins de risques. Elles investissent moins dans les petits auteurs, elles misent plus sur les best-sellers et l'influence est aussi un critère déterminant pour se faire publier. Le résultat, c'est que les ventes sont polarisées sur certains gros titres, Guillaume Musso, tu reconnu, et donc qu'il y a les petits auteurs qui ont du mal à émerger ou simplement à sortir quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, Pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres qui sortent sur le marché, mais c'est en partie grâce à l'auto-édition du coup. Parce que si on regarde les chiffres, l'auto-édition aujourd'hui tire le volume de livres qui sont publiés. Ça tend à prouver que les auteurs et les autrices trouvent un vrai débouché dans l'auto-édition et ça, c'est important de le souligner. Et du coup, bah, c'est quoi votre constat, vous, par rapport à enfin, votre avis sur ce constat? Nathalie, toi qui écris des livres en tant qu'autrice auto-éditée, est-ce que, tu partages, ce constat-là? Et toi, Émilie, de ton côté, est-ce que, bah, toi aussi, est-ce que tu partages cette analyse? Et est-ce que, tu as vu, du côté de Bookelis, une explosion des livres auto-édités, ces dernières années? Et est-ce que d'après toi, c'est lié, comme on a l'air de le supposer, à la situation des maisons d'édition qui s'est, un peu enfin la situation du marché et l'attitude des maisons d'édition qui s'est un petit peu tendue? Ou est-ce que tu vois aussi une autre explication? Alors Ah Nathalie, tu peux commencer et après, on passera à Émilie, je pense. oui, alors, moi, ça fait quand même longtemps que je suis dans le circuit, donc maintenant, petit à petit, ma communauté a grandi et j'ai pas trop ressenti cet impact, négatif. En plus, moi, ces 2 dernières années, j'ai un peu arrêté d'écrire parce que j'ai accompagné moi-même, des auteurs, des conférenciers à publier leurs livres signature et donc je me suis sentie moins déconnectée du système, mais pas le système, ne marchait pour moi, le système marchait puisque c'est primo-auteurs, parce que tous ceux que j'ai accompagnés, en général, n'avaient jamais publié de livre auparavant. Ils ont tous très bien marché, ils ont tous fait des tops Amazon. Par contre, c'est parce qu'ils ont fait appel aussi à quelqu'un, donc en l'occurrence, ça a été moi, ça aurait pu être Bookelis, pour les accompagner. C'est-à-dire que ça devient quand même aujourd'hui difficile de tout faire tout seul, même si on dispose de pléthore de contenus en ligne. Bah, et souvent, les contenus sont contradictoires. Ils sont pas tous alignés dans la même direction, alors que là, ils avaient une personne de ressources, qui les guidait pas à pas du brouillon, du premier jet jusqu'à la publication et surtout, tu en parlais, c'est toi Géraldine, au lancement. La préparation au lancement, elle est super importante. On peut pas,
parce qu'on est tout content d'avoir fini le bouquin, de se dire: «Ça y est, je le lance». Moi, le post qui me fait désespérer, c'est le post de l'auteur qui dit: «Je suis très heureux de vous annoncer que mon livre sort aujourd'hui». C'est une catastrophe parce que personne n'est prêt pour son livre. Il faut ça se prépare, ça se cultive cet enthousiasme pour l'arrivée d'un livre et si effectivement on le prépare pas là aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça foire et que l'auteur soit très déçu. Lui, il est très heureux de sortir son bouquin et malheureusement, il y a personne au rendez-vous. Ça, c'est un peu le risque en ce moment avec les algorithmes et tout ça et la concurrence. Ouais, ça, on va en reparler un petit peu après avec Céline, on appelle ça un peu le mythe du point final. Un peu, l'idée que les gens ont l'impression que parce qu'on a mis le point final à son livre, ça y est, on a déjà fait Tout à 95 fait. du chemin et non. Et Émilie, du coup, toi, ton ressenti sur ce constat ou ton analyse sur ce constat? Alors, je pense que c'est multifactoriel. Déjà, si on regarde ces dernières années, il y a clairement eu, en tout cas chez nous, et je pense que c'était le même phénomène chez nos concurrents, un boom du nombre d'auteurs et de livres autopubliés pendant le confinement. Entre, on va dire 2020-2022, on a fait x3. C'est énorme. On ne savait absolument pas, mais comme, tout le monde, tous les secteurs d'activité dans le monde entier, on ne savait pas à quoi s'attendre avec ce qui nous arrivait, on était dans l'inconnu complet. Et nous, on a explosé, enfin explosé. On était déjà, en belle croissance. Là, ça a vraiment explosé. On est resté à Vous des avez niveaux fait très hauts. fois 3, excuse-moi, fois 3 entre 2020 et 2021, c'est ça? Pendant le Covid? Ouais, jusqu'à 2022, on va dire, en fait. Le avant, après, ça a fait à peu près Ouais, ça. Hem, d'accord. donc c'est resté à ces niveaux élevés-là. On continue à faire de la croissance, alors on fait plus des fois 3, Bah, c'est top. évidemment. OK. Mais je pense que, c'est déjà, de façon, générale et le travail qui est fait, par tous les acteurs de l'auto-édition, hein, que ce soit des plateformes comme nous, que ce soit des personnes comme Nathalie qui ont des communautés, qui ont l'expérience des auteurs et cetera, fait connaître l'auto-édition et le concept en lui-même. On revient 10 ans en arrière, moi quand j'en parlais, on me disait: «Auto quoi?» C'était même le mot en lui-même ne résonnait pas, ne faisait pas sens en fait. Et aujourd'hui, alors je veux pas dire que 100 des gens vont dire: «Ah mais bien sûr, on fait comme ci, comme ça, on connaît». Non, mais c'est beaucoup plus démocratisé. On sait qu'on peut aujourd'hui faire les choses seul parce que c'est vrai sur plein de marchés en fait. On a cette tendance-là, à avoir des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire les choses sans avoir à passer par des institutions qui sont déjà installées. Et donc, il y a eu, ce phénomène-là qui fait que le marché a grandi. Pareil, je ressens pas forcément le fait que, des maisons d'édition prennent moins de risques, que ce soit vraiment un critère. Il y a toujours eu ça, des auteurs qui viennent en disant: «Mais moi j'ai envoyé mon manuscrit, à plein de maisons d'édition, j'ai que des refus, c'est impossible», et cetera, et cetera. Ça reste le Graal peut-être pour la majorité. Pour moi, le phénomène, il est pas forcément dû à ça, au fait que oui, on sait, hein, que des maisons d'édition mettent la clé sous la porte, que c'est très compliqué, que les risques, ils sont énormes. Aujourd'hui, un mauvais pari sur un livre, c'est peut-être la fin d'une maison d'édition qui est petite. Mais je pense vraiment que c'est plutôt, voilà, le marché qui s'est, tout seul, qui a grandi avec, beaucoup de choses, enfin, en tout cas, qui a appris en fait les personnes qui savent maintenant, ce qu'est, l'auto-édition et comment le faire. Je pense que nous, on a quand même fait du bon travail pour se faire connaître, pour éduquer et cetera. Et puis, voilà, cette période de confinement où les gens qui avaient un livre dans un tiroir, eh ben, ils ont pris le temps parce qu'ils ont eu ce temps-là, ils se sont lancés et peut-être que depuis, ils en ont écrit 2, 3, et cetera. Donc c'est multifactoriel, mais je pense que la relation avec le marché de l'édition traditionnelle n'est pas forcément directe et on n'a pas, je pense, une relation de cause à effet aussi forte, en fait, je pense. D'accord, donc pour toi, en gros, les gens qui ont envie de se faire publier continuent de toute façon à se faire publier et s'ils arrivent pas à se faire publier, bah, ils le feront pas autrement et c'est un autre profil de gens finalement qui vont vers l'auto-édition. Des gens Alors qui de toute façon auraient pas forcément cherché une maison d'édition? enfin, si, il y a les différents profils, en fait. On a vraiment, Ouais, tous les profils en auto-édition, mais il y en a autant qu'avant, en fait. Autant qu'il y a 10 ans, des personnes qui, se disent: «Bah, de toute façon, un jour peut-être que, une maison d'édition prendra un manuscrit. En attendant, je vais m'auto-éditer». Donc je pense qu'on en a autant, en proportion, en fait. En valeur absolue, on en a plus, mais voilà, le phénomène, c'est pas, enfin,
c'est pas un choix, c'est pas plus un choix pour les gens de se dire: «Ben, je vais le choix d'être indépendant pour des raisons, X ou Y». Il y a des gens comme ça, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Comme il y a des gens qui disent, «Moi, mon but, c'est, d'être dans une maison d'édition, traditionnelle et d'être édité. J'attends, je veux quand même que mon livre existe, donc j'attends, mais dès que j'ai l'opportunité, hop, j'y vais», en fait. On a toujours ces 2 proportions de personnes, je pense de façon à peu près égale, en fait. Et en ce qui concerne les différents services que vous proposez, parce que c'est vrai qu'un auteur aujourd'hui, on disait qu'il faisait tout seul. Donc, il est à la fois auteur, il est, correcteur, il est, maquetteur, il est, marketeur. Enfin, vous, c'est le type de service que vous proposez de faire pour tous ces auteurs, en fait? Ouais, on propose en option, donc l'auteur choisit vraiment, il y a absolument rien qui est obligatoire. Si l'auteur veut faire tout seul, chez nous, il peut dépenser 0 € en fait, c'est possible. Donc mais s'il a besoin d'aide, s'il a besoin, de confier certaines tâches à, un prestataire, on est là pour lui proposer, cette prestation, en fait. De A à Z sur la chaîne du livre, avec une exception qui est la diffusion, qui est là, quelque chose qui n'existe pas, pour les auteurs indépendants. Et je crois que Nathalie, tu voulais intervenir, je t'ai vue. Oui, lorsque tu parlais d'auto-édition, tu disais les gens à une époque, ils savaient pas du tout ce que c'était que l'auto-édition. Moi, je conseille vraiment pour tous ceux qui veulent vraiment se professionnaliser et être de vrais auteurs qui travaillent leur sujet, et qui travaillent leur présentation de leur livre, plutôt que le terme d'auto-édition qui est quand même pour souvent très négativement connoté dans l'esprit des gens. Quand tu t'auto-édites, il y a le terme auto où ils te voient fabriquer presque le livre toi-même avec tes mains, couper, les feuilles au ciseau, et donc ça a une image d'amateurisme, en fait, l'auto-édition. Et moi, je considère que ce qu'on fait, c'est être auteur indépendant. Je suis autrice indépendante, c'est-à-dire que je m'entoure de professionnels, des graphistes, des correcteurs et cetera, pour faire un livre professionnel. Et donc quand je parle d'édition indépendante ou que je suis autrice indépendante, dans l'esprit des gens, la réflexion n'est pas du tout la même. Il y a plus, l'indépendance, c'est déjà, connoté bien plus positivement. Et il y a tout ce qui va avec, le courage, l'esprit d'autonomie et cetera, qui n'apparaît pas dans le terme auto-édition. Donc moi, j'ai de plus en plus tendance à ne plus utiliser ce terme, et à recommander aux auteurs d'utiliser le terme: «Je suis auteur indépendant», qui a voilà, je trouve une meilleure, approche, une meilleure valeur dans les yeux des interlocuteurs. Si on revient aussi sur l'image, en fait, parce qu'il y a effectivement le fait de s'éduquer au concept, donc ça, effectivement, on a vraiment beaucoup plus de gens qui comprennent ce que c'est, mais l'image n'a pas évolué aussi vite. On continue encore à avoir des gens qui pensent que c'est, bourré de fautes, nul, illisible, enfin vraiment, les auteurs du dimanche, hein, si, on peut résumer ça comme ça. Ça, c'est un peu plus lent. On va dire que ça prend plus de temps. Sachant que, nous on ouvre notre plateforme à tous les auteurs. On n'a pas de sélection éditoriale. Les auteurs peuvent publier leurs livres de façon autonome. Alors on accepte tout à partir du moment où ça respecte la loi et aussi nos valeurs, de façon générale. On peut pas tout voir passer, on peut pas, il y a tellement de livres. En ce moment même, il y a des gens qui sont en train de publier, on peut pas tout aller vérifier, mais on essaye quand même un maximum d'avoir, un œil dessus. Donc on va pas promettre que oui, tout sera de qualité, que tout sera, best-seller et sans faute, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre nos options, en fait, de correction, sachant qu'on martèle et moi je n'arrête pas de dire si vraiment, si vous prenez un seul truc, c'est la correction de votre livre parce que, voilà, des fautes, ça pique les yeux et on n'arrive plus à lire. Mais voilà, des auteurs choisissent de ne pas le faire et donc on va avoir oui, une proportion de livres qui ne seront pas de qualité, mais les auteurs ont quand même la liberté de le publier, en fait, tout seuls. Donc aujourd'hui, on a énormément de livres excellents qui sont hyper pros, qui sont travaillés avec un vrai travail d'écriture, de correction, les couvertures sont magnifiques. Tout le travail d'édition est fait par l'auteur et des personnes avec qui il travaille et on a des choses vraiment exceptionnelles. Mais malheureusement, voilà, c'est effectivement l'image, peut être, un peu négative. On a souffert de ça il y a très longtemps. Je me souviens, je crois que c'était en 2016 où pour la première fois, le Salon du livre de Paris, qui s'appelait encore comme ça à l'époque, avait, créé un petit,
endroit pour nous. On était là, les acteurs de l'auto-édition. Et comme on était tous regroupés, on n'était pas voilà, invisibles, un petit peu dispersés partout. Et d'un coup, bah, ça avait parlé. Et je me souviens d'Augustin Trapenard sur son plateau de télé qui avait démonté l'auto-édition en disant qu'on volait le travail de tous les personnes qui travaillent autour des maisons d'édition, enfin que c'était un scandale, etc. Avec une audience énorme puisque c'était à la télé, etc. C'était une méconnaissance complète de ce qu'on fait. Donc il y avait encore des choses comme ça où on vraiment voilà, ça faisait un petit peu du mal en termes d'image. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais on souffre encore quand même d'une image un petit peu négative. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire aussi, c'est que en fait, cette image, elle est pas du tout aidée par le milieu, quoi. C'est que, ça arrange un petit peu, les maisons d'édition, même au niveau du journalistique, on n'a pas aujourd'hui, savoir comment trouver les bons livres, c'est compliqué, en fait. On en reparlera peut-être à la fin. On avait prévu de vous poser justement la question de savoir comment vous faites pour trouver, les bons livres en auto-édition et éviter peut-être, bah, effectivement, hein, tout est publié donc mais c'est pas forcément aidé par le milieu, quoi. De toute façon, on sait que c'est pas forcément un milieu qui est toujours non plus à la pointe on accepte le changement, quoi. Oui, c'est clair et d'ailleurs, c'est pour ça que le plus gros handicap, à mon avis, à l'heure actuelle des auteurs indépendants, c'est qu'on est exclu des prix littéraires. Ça, c'est là où le seule grosse contrainte, ce qui fait que, on n'est pas plus mis en avant. Alors maintenant, il y a de plus en plus de prix, hein, pour les auteurs indés, et de sélection d'auteurs indés, donc ça, ouf. Mais voilà, c'est du snobisme pur et dur de la part d'institutions. Ouais. Ouais, complètement. Et puis là, même les prix qui sont créés, et c'est vrai que c'est génial, ils ont pas la même reconnaissance, le même retentissement derrière. On va pas foncer pour aller acheter le livre qui a eu le premier prix comme on va prendre un concours, quoi. Enfin, là, je fais une grosse différence, mais quand même, c'est dommage. Mais peut-être que petit à petit, je pense hein, que tout ça va s'améliorer. Cette question d'image, voilà, je pense que c'est ça qui prend le plus de temps, en fait. OK. Tu peux Bah, du coup, vous avez parlé de la professionnalisation, du milieu, et Nathalie, tu disais qu'aujourd'hui, tu penses qu'on peut plus vraiment faire seul. Je pense qu'Émilie, tu partages, aussi un peu le constat. Enfin, ça devient quand même on s'aperçoit vite que, publier un livre aujourd'hui, enfin déjà le fabriquer, c'est, 5 métiers différents, le vendre, c'est 4 autres métiers, différents. C'est vrai que ça devient compliqué pour une seule et même personne dont souvent c'est même pas le métier, ou qui ne fait pas ça à plein temps, bah, de publier et de vendre son livre, correctement. Donc on a vu apparaître plein d'aides, que ce soit des aides, bah, comme ce qu'on fait, nous, hein, autour de la table, aussi bien, Céline qui accompagne sur la partie écriture, toi Nathalie sur la partie écriture plus publication, moi plus sur la partie marketing, et on a vu l'émergence aussi de plateformes comme, bah, Bookelys, ou on peut citer aussi Librinova ou Biodi. Émilie, est-ce que tu peux nous présenter ce que propose, alors peut-être plus Bookelys, ou en tout cas, je ne sais pas s'il y a des éléments communs, mais je pense que oui, sur ces plateformes, et plutôt ce qui distingue, Bookelys, ce qui fait que Bookelys a un positionnement particulier en fait, sur ce marché? Ouais, effectivement, il y a pas, des millions de de plateformes d'auto-édition qui existent. On doit être, 4-5 Ouais. sur le marché français, et à avoir, on va dire, un bloc et une commun de services et de façon de fonctionner, et il y a des choses aussi qui diffèrent. Nous, la première chose, je pense, qui est, vraiment importante, et un peu fondamentale, les auteurs s'en rendent pas forcément compte quand, ils publient leur tout premier livre, mais nous, on ne fait pas signer de contrat. On n'oblige pas l'auteur à rester un certain temps. On ne le coince pas, avec si tu as pris telle option, tu es obligé d'en prendre une autre, ou alors si tu veux accéder à ça, il faut d'abord avoir pris ça. Non, vraiment nous, la base de tout, c'est que l'auteur qui est un auteur indépendant, il le reste, et qu'il soit totalement libre de faire ou de ne pas faire les choses selon, je sais pas, ses moyens, ses envies, ses objectifs, et cetera. Donc on ne fait rien signer, l'auteur est totalement libre, garde évidemment 100 de ses droits. Si du jour au lendemain, il nous dit: «Je m'en vais», il appuie sur un bouton, il est parti.
C'est vraiment, la liberté totale pour l'auteur et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le départ et qui ne changera pas. On a des concurrents qui ont fait des choix différents, c'est un positionnement, un parti pris. Nous, c'est celui-là, hein, c'est celui de la liberté de l'auteur. Ensuite, on a donc, comme je disais au tout départ, automatisé un maximum de choses pour que la publication se fasse en ligne, de façon simple, automatisée. On va remplir des champs, on va télécharger des fichiers et on va pouvoir, voir combien coûte la fabrication d'un livre pour connaître son prix de revient et pouvoir fixer son prix de vente, connaître, le montant, touché à chaque vente, et cetera et tout ça se fait, en ligne, sachant que voilà, on a essayé un maximum d'avoir des informations, des tutoriels, du contenu, extrêmement, précis et aidant sur le site depuis le départ. Je pense qu'on est le site qui a le plus d'informations en ligne qui, ont servi aussi à certains de nos concurrents. Mais voilà, c'est de bonne guerre. Et donc, à partir du moment où l'auteur, décide de publier son livre, on l'accompagne dès qu'il nous contacte à, toutes les étapes. On a Valérie, hein, qui est là, toute la journée et qui connaît tout ça par cœur et qui va être là pour les auteurs. Et donc en termes de services, on a 2 types de services. Ceux qui sont, là avant la publication, donc on travaille avec des personnes pour faire, de la relecture, de l'analyse de texte, ou un coach littéraire même qui peut travailler avec l'auteur vraiment en amont, alors avant qu'il ait complètement terminé, l'écriture et ensuite on fait de la correction, de la mise en page, de la création de couverture, avec des professionnels qui travaillent là-dedans depuis très longtemps, qui sont spécialisés, dans l'édition et une fois que le livre est terminé, il est donc publié sur notre site. Et là, on a le service qu'on a aussi depuis le départ. On était les premiers à travailler avec Hachette Livre pour la distribution. Attention de bien faire la distinction entre distribution et diffusion, hein. Je sais que pour les auteurs, au tout départ, c'est peut-être un petit peu confus, mais vraiment, c'est de la distribution avec Hachette Livre, donc qui est notre partenaire. Et ensuite, on a un deuxième type de services qui sont là pour aider l'auteur dans sa promotion, pour faire connaître son livre, faire de la pub sur Amazon ou sur Meta, créer un site web s'il veut, faire des communiqués de presse, faire, toute une stratégie social media et cetera. Donc là, voilà, on a différents services qu'on propose en option pour aider l'auteur, là, dans la phase de promotion et comme on le disait au départ, c'est là que les choses, se gâtent et qui sont vraiment qui est plus compliqué. C'est encore un autre métier, une, 8e casquette et en fait, c'est peut-être même là que le travail commence parce qu'il y a tellement de livres qui sont publiés, tellement de livres qui sont proposés que, sortir du lot, c'est complexe, c'est un métier, il faut savoir le faire. Donc là aussi, on accompagne les auteurs là-dessus. Et Donc on si j'ai bien a, oui. pardon, si j'ai bien compris, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait, être auteur et venir chez Bookalyst et faire un process, pour la publication qui soit gratuit? Parce que ça, du coup, c'est différent des autres plateformes, parce que, chez Librinova ou Book on Demand, il y a forcément un package payant au départ, quoi qu'on choisisse. Oui. Bah, si l'auteur a, pu faire corriger son livre par, son entourage et qu'il est sûr à 100 que, voilà, il n'a pas de faute, la mise en page, voilà, ça se travaille, nous, en plus, on a plein de conseils, si c'est juste, du texte, c'est pas forcément, le plus compliqué. On a un outil, pour, créer sa couverture gratuit sur le site, donc ça reste simple, mais avec un bon choix d'images, de photos et cetera. Ça, c'est aussi gratuit. La publication, donc l'utilisation de l'outil qui est en ligne est totalement gratuite. Donc à partir de ce moment-là, si on fait tout ça, une fois qu'on publie le livre, on a un ISBN qui est donné gratuitement. C'est nous qui les achetons auprès de la FNIL et puis on les donne, au moment de la publication. Le livre, une fois qu'il est publié, il est automatiquement mis sur notre librairie en ligne. Donc on peut, à partir de ce moment-là, avoir son livre qui est en vente sur notre site. Alors, il faut qu'après, on envoie nos lecteurs sur, la fiche produit du site Bookelist, mais en arrivant jusque-là, si on a réussi à faire toutes les étapes précédentes par des proches ou soi-même, on aura dépensé 0. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est quand même d'imprimer un livre pour voir le rendu, le papier qu'on aura choisi, relire aussi sur papier, ce qui est quand même mieux que de relire sur l'écran, l'avoir entre les mains et puis, voilà, tester, aussi la mise en page et cetera. Mais on peut, si on veut aller, enfin être dans avoir cette prestation-là, le faire pour 0 €. Après, si on veut le distribuer et que le livre soit disponible en librairie et sur les librairies en ligne comme, Amazon, Fnac,
et cetera. Là, ça a un coût parce que c'est toute une prestation, que nous on fournit et du temps qu'on passe nous avec tous les outils et les relations avec Hachette. Mais Et alors justement, effectivement, vas-y, oui, termine. si on veut uniquement avoir son livre, sur la librairie Bookelis ou alors on a une autre option qu'on appelle le cercle privé. On a aussi des gens qui ne veulent pas vendre le livre, ils ont écrit une histoire familiale ou, voilà, des choses qui veulent rester, entre amis ou dans un cercle, très restreint. Il est sur Bookelis dans leur espace privé, mais pas sur la librairie en ligne, donc il y a pas d'ISBN, il y a rien et ça aussi, on peut le faire et ça coûte 0 €, juste l'impression du livre évidemment, on va devoir, l'acheter, mais ça aussi c'est une option, qui en amont, ne peut ne rien coûter, en fait. OK. Et tu disais, parce que tu insistais au début sur la différence qu'il peut y avoir entre la distribution et la diffusion, est-ce que tu peux nous réexpliquer, ce que c'est et où vous vous situez là-dessus, vous, avec, Bookelis? Donc effectivement, la différence entre les 2, ce sont 2 étapes de la chaîne du livre qui sont bien distinctes. La distribution, c'est vraiment l'aspect logistique. C'est, le livre qui est, référencé dans les bases de données des libraires. La base de données des libraires qui s'appelle Dilicom, donc un libraire va chercher dans son ordinateur et avec un ISBN ou un titre, il va le trouver et pouvoir le commander, pour le recevoir directement dans sa librairie. Et là, à partir de ce moment-là, c'est Hachette Livre, donc en tant que distributeur, qui va imprimer le livre chez son imprimeur, qui est maintenant en région parisienne, et le mettre dans un carton, dans un camion et le livrer, dans la librairie. Donc ça, c'est de la distribution. Donc quand on prend notre option de distribution, le livre n'est pas physiquement chez les libraires. Il est dans la base de données des libraires. Les libraires vont pouvoir le commander, donc il est disponible à la commande. Il est aussi sur Amazon et sur toutes les librairies en ligne, en fait, en gros, qui, elles, en fait, vont aller chercher toutes les métadonnées sur Dilicom, de la même façon que le libraire va aussi, aller chercher sur Dilicom pour prendre et les afficher sur le site. Et pareil, si quelqu'un achète sur Amazon, là, c'est Hachette Livre qui va recevoir la commande, l'imprimer et le livrer là directement à l'acheteur chez lui. Donc ça, c'est vraiment la distribution, c'est, du référencement et de la logistique. Ensuite, la diffusion, là, c'est, une action commerciale. C'est le fait d'aller voir les libraires et lui dire: «Regarde, ce livre, il est génial, il faut absolument que tu en commandes tant et que tu le mettes dans la vitrine ou sur la table ici, faut que tu l'aies absolument en stock parce que, voilà, il va y avoir de la promotion, et cetera». Donc c'est une action, voilà, c'est commercial. C'est le fait d'aller dans les points de vente et de faire en sorte que le livre soit physiquement là pour que, quelqu'un qui vient, un lecteur, il se balade, dans la librairie, il va voir le livre et pouvoir lire la 4e de couverture et peut-être que l'achat va être beaucoup plus simple puisqu'il n'aura pas eu besoin de demander au libraire de rechercher ça dans sa base de données. Peut-être même qu'il aura même pas entendu parler du livre, avant, mais il va le voir là, la couverture va lui taper dans l'œil et donc il va l'acheter. Donc vraiment c'est la toute dernière étape qui est la plus complexe, la plus chère aussi parce que, d'aller voir toutes les librairies de France et pour chacun leur dire et les convaincre d'acheter un stock de livres et de le placer et cetera, voilà, seules les grandes maisons d'édition ont ces moyens-là d'avoir, des commerciaux qui sont, multicartes généralement. Ils travaillent pour différents éditeurs et qui vont visiter, les différentes, librairies pour, voilà, faire en sorte que le livre soit commandé, soit là disponible, physiquement dans le point de vente. OK et toi, par contre, Nathalie, tu passes, après tes prestations, ce que tu recommandes, c'est Amazon et tu aides les gens à se former par rapport à la diffusion et la distribution, uniquement sur Amazon? Oui, tout à fait. Moi, ma plateforme, d'usage, c'est KDP, qui est la plateforme où, par laquelle les auteurs peuvent passer gratuitement pour, déposer leurs livres sur Amazon. Ils utilisent, enfin, ils offrent beaucoup de ressources gratuites, les pages d'aide Amazon, elles sont des centaines et elles expliquent bien le fonctionnement. Ils proposent aussi des outils, mais que je recommande pas nécessairement, comme le créateur de couverture parce que, pour moi, on en parlera peut-être plus tard, mais l'investissement à faire sur, un livre, c'est sa couverture et un graphiste, ou une graphiste sera toujours meilleur que, le logiciel d'Amazon, il y a pas de photo. Mais il n'empêche qu'ils mettent à votre disposition tout un écosystème, gratuit pour que vous puissiez mettre votre livre en ligne. Amazon, ça reste quand même la plus grande librairie, du monde, hein, et donc une fois que votre livre est en vente, c'est eux qui impriment, c'est eux qui envoient le livre aux acheteurs
et ils vous reversent 60 des bénéfices. Donc forcément, c'est un modèle économique, très, très rentable, encore plus rentable quand vous achetez des exemplaires auteurs, donc au coût de fabrication du livre, qui est ridicule, et qu'après vous les vendez en vente directe, soit dans votre boutique, soit en salon du livre. Ça, c'est aussi une autre facette de l'écosystème d'Amazon, c'est qu'il y a les ventes sur leur site et les ventes de livres que vous achetez, qui ont été fabriqués par Amazon, et vous les achetez en tant qu'auteur, au prix auteur, donc au coût de fabrication du livre. OK et est-ce que tu leur conseilles de se mettre en exclusivité sur Amazon et donc en gros d'être sur, KDP Select ou de se mettre sur plusieurs sites de e-commerce en général? Et est-ce que ça peut varier dans le temps? Par exemple, KDP Select les 3 premiers mois et après, tu augmentes, la distribution, c'est quoi ta stratégie là-dessus? Tout à fait, c'est une excellente question et ça dépend vraiment énormément du genre littéraire du bouquin. Les genres qui marchent le mieux sur KDP Select, c'est la romance, c'est les polars et ces livres-là, les lecteurs sont des accros, des addicts. Ils lisent énormément, donc pour eux, c'est pour eux que cette formule-là est faite et donc comme ils consomment beaucoup, ils vont télécharger beaucoup et ils vont, vous découvrir et vous allez, pouvoir, générer de beaux bénéfices de ces ventes-là qui sont pourtant vous êtes rémunéré 0,000 je sais plus combien de centimes par page lue, ce qui est ridicule, hein, vraiment le montant de la rémunération pour les auteurs, ça ne marche que si on a un gros volume de lecteurs pour nos livres. Moi, j'ai à l'heure actuelle, j'ai 13 livres publiés, j'en ai 2 sur KDP Select. Les autres, je les ai pas mis ou si je les ai mis, je les ai mis pendant les 3 premiers mois en exclusivité et après je les ai, diffusés partout parce que, il y a aussi des anti-Amazon. C'est normal, surtout avec les réglementations américaines actuelles et Trump au pouvoir. Il y a vraiment parfois un anti-américanisme, je comprends tout à fait et donc je veux pouvoir que les lecteurs me lisent même s'ils n'aiment pas, Trump ou Amazon. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi pouvoir offrir d'autres, façons de se procurer mon livre que sur Amazon. Après, le livre papier, à l'heure actuelle, il y a que Amazon qui le distribue, tel quel, qui le fabrique, en tout cas qui l'imprime à la demande. Mais je peux le vendre j'ai tout à fait le droit de le vendre sur mon site internet ou donc en salon, donc ça pose pas de problème. Et pour les livres numériques, honnêtement, j'en vends quelques-uns chez Kobo, mais c'est pas, enfin, la majorité de mon trafic, vient d'Amazon, ça c'est certain. Oui, il y a une question Ouais. que je me pose et vous pouvez peut-être, y répondre toutes les 2 d'ailleurs, c'est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut exister en auto-édition sans être référencé sur Amazon? Alors déjà, c'est impossible, tu seras forcément référencé sur Amazon parce que si c'est pas toi qui mets ton livre sur Amazon, il y aura quelqu'un qui va le mettre. Si tu délègues, ta production, il y a quelqu'un enfin celui à qui tu vas déléguer ta production va le mettre sur Amazon. Les lecteurs vont mettre un livre d'occasion sur Amazon parce que, ils veulent ce livre, il va exister sur Amazon, mais ce sera pas toi aux commandes. Donc à mon avis, il faut pas en tant qu'auteur faire l'impasse, sauf si vraiment on a des un principe moral qui va enfin ça va à l'encontre de nos principes moraux d'être sur Amazon. Là, bien sûr, faut pas y aller parce qu'il faut pas se faire violence, mais quelqu'un le mettra, hein. Le livre, il sera moi, il y a des livres qui n'existent plus aujourd'hui, que c'était des éditions limitées, lors de salons du livre et cetera. Quand on va dessus, il coûte 2 500 € tellement il est rare, il y a qu'un exemplaire vendu. Donc c'est absurde, mais c'est comme ça. Amazon, il recense tous les livres. Donc votre livre, il y sera à jour. Si c'est pas dramatique pour vous d'y être, mettez-le vous-même parce que comme ça c'est vous qui gérerez, vous verrez les chiffres des ventes et cetera. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui le met, c'est tout le monde y perd, ça sera plus cher pour les lecteurs et vous gagnerez rien en fait sur ces ventes-là. Tu parlais du fait que, vous aviez une librairie Bookelist et qu'il y en avait qui pouvaient être que sur la librairie Bookelist. Du coup, ils arrivent à en vivre ou vraiment à un moment donné, il faut qu'ils aillent aussi sur Amazon? À en vivre, non. Non, c'est pour être très honnête, non. Si on veut vendre, effectivement, aujourd'hui, Amazon est incontournable. C'est pour ça que nous, on va pas, on est concurrents, très clairement, hein. Ils font de l'auto-édition. KDP, c'est en gros, un système qui fait ce qu'on fait. À aucun moment on dit: «N'y allez pas, on va diaboliser Amazon». Non et nous, on travaille avec eux. On met les livres distribués sur leur plateforme et et effectivement, de temps en temps, on a des auteurs qui choisissent de ne pas mettre leur livre sur Amazon, sûrement par conviction, et qui, à des moments, nous appellent en disant: «Mais pourquoi il y est?» Mais en fait, il est sur la marketplace. C'est exactement ce que disait Nathalie, c'est qu'ils retrouvent et nous, là, on n'a pas la main, on n'a aucun moyen d'aller l'enlever puisque c'est la personne qui l'a mis là,
c'est impossible en plus après à aller contacter les gens. Donc c'est effectivement un incontournable. C'est ce qui va, drainer le plus de trafic, de visibilité et donc de vente derrière. Si on veut vendre, voilà, si on veut, vendre un maximum, toucher un maximum de lecteurs, on ne peut pas vraiment faire autrement aujourd'hui, que ce soit en brochet ou en numérique. Nous, ce qu'on conseille en fait, quand on a des auteurs qui sont, très professionnels et qui sont déjà passés par KDP, qu'ils aient, leur livre en exclu ou pas, ou qu'ils décident d'enlever l'exclu, nous on leur conseille justement pour des histoires de royalties, et je crois que c'est prévu qu'on en parle après, mais leur dire s'il y a un gros potentiel, donc clairement voilà, sur de la romance, qui est aujourd'hui le genre qui va mieux marcher, de rester sur KDP et de venir en complément chez nous pour avoir le livre en librairie. Parce que pour faire des dédicaces, pour faire des salons, c'est quand même beaucoup plus confortable. Les libraires vont bien évidemment, aimer avoir le livre, pouvoir le commander, et que ce soit beaucoup plus simple pour eux, que ça rentre dans le même système que pour tous les autres livres qu'ils ont. On peut trouver d'autres lecteurs aussi en ayant les livres en maison en librairie, pardon. Donc, de garder le volume de vente sur Amazon avec le pourcentage, de royalties qui sera forcément meilleur vu qu'il y a pas d'intermédiaire et qu'ils sont tout seuls, et pour tout le reste, d'avoir un complément avec nous, ce qu'on propose, et notamment la librairie indépendante, pour les raisons que j'évoquais juste avant. Donc c'est on se positionne comme un complément pour certains auteurs qui veulent avoir une approche stratégique dans les ventes des livres. Mais oui, Amazon est aujourd'hui, pour ces auteurs-là, incontournable. Ouais. OK, bah, justement, on y vient. Parlons maintenant argent. On sait en édition traditionnelle, en gros, un auteur, ça touche en moyenne entre 8 et 12 de droits d'auteur. La plupart du temps, un avaloir, c'est, minimum 1 500 €. En auto-édition, par contre, un auteur peut toucher jusqu'à 70 de marge. Toi, Nathalie, par exemple, tu connais bien l'auto-édition. Est-ce que c'est OK pour toi de nous parler argent? Oui, oui, bien sûr. Ouais? Et en fait, un auteur, il peut gagner, plus que 70. En fait, ça dépend du prix auquel il va mettre son livre. Bon, on va faire simple. Partons sur un livre vendu à 20 € en maison d'édition, la majorité, le plus haut qu'il puisse toucher, c'est 10. Monsieur Jean d'Ormesson était connu comme Monsieur 20, parce que c'était le seul qui avait pu décrocher les mythiques 20. Mais normalement, c'est 10 en moyenne pour un auteur. C'est souvent 5 à 8 pour un premier roman en maison d'édition. Donc 5 de 20 €, ça fait 1 € et c'est sur le prix hors taxe, donc c'est même moins d'1 € que l'auteur gagne par livre qu'il vend en maison d'édition. S'il est un peu plus connu, il va faire 1,80 €, voilà, un peu moins de 10 enfin 10 sur le prix hors taxe de 20 €. Donc c'est quand même très peu par livre vendu. Par contre, les volumes de vente peuvent être supérieurs à ceux de l'auto-édition, surtout la première année où, bah, normalement, là, il y a la force de frappe de la maison d'édition qui fait qu'il y aura un volume de vente supérieur qu'un auteur indépendant qui a que sa communauté et ses salons du livre pour se démarquer. Mais sur ce livre à 20 €, moi, Amazon, il va peut-être, alors, moi, je prends quand même pas une énorme marge sur chaque livre, mais ça m'arrive de vendre des livres à 20 € que Amazon me facture, enfin, ça me coûte 5 € de les fabriquer, de les imprimer, de les recevoir chez moi, mes exemplaires auteurs. Donc là, la marge que j'ai, bah, c'est 15 €, quand je les vends moi-même en salon, quand je les vends ou sur mon site internet. Donc 15 €, par rapport à 20, je n'ai pas le calcul en tête là, c'est le pourcentage parce que je suis pas une matheuse. Après il me semble que c'est plus que 70. C'est et donc c'est un 75. voilà, c'est un bon pourcentage. Et par contre, bien sûr, si je les vends sur Amazon, on va dire, le prix de vente est à 20 et le livre me coûte 5 € à la fabrication, Amazon va me reverser 60 de 15 €. De la marge entre le prix du livre et le coût du livre. Donc 60 de 15 € pour le coup, c'est quand même, pas énorme par rapport au prix du livre, mais comme ils vont m'en vendre quand même pas mal, finalement, je vais aussi, être gagnante. Et surtout, ben, comme je le disais, comme, c'est des livres que je vais vendre pendant des années et des années et des années, bah, au final, par rapport à des auteurs édités, je m'en sors beaucoup mieux financièrement. Par contre, je voudrais revenir là-dessus quand on parlait, on va pas vivre des livres si on n'est pas sur Amazon, machin. La dernière enquête que j'avais trouvée qui était très sérieuse, sur le nombre d'auteurs en France qui pouvaient vivre de leur plume, alors elle remonte un peu, je pense que ce chiffre a augmenté depuis.
Mais malgré tout, il y avait 100 000 auteurs à l'époque qui étaient recensés. Sur 100 000 auteurs, combien vivaient de leur plume? 45. Sur 100 000 auteurs, 45 vivaient de leur plume. C'est pas C'est mal. affolant. Donc ça veut bien dire que c'est pas un métier, que c'est pas, on peut pas vivre vraiment de sa plume. 45 sur 100 000, il y a plus de chances de jouer au loto et de gagner. Donc il faut pas envisager ça comme une façon de gagner de l'argent, parce que pour arriver dans le fameux lot des 45, moi personnellement, j'ai 13 livres publiés, je ne suis pas dans les 45. Donc c'est pas pour gagner de l'argent nécessairement qu'on fait ça. On en gagne mieux qu'en étant édité. Enfin, moi, je suis persuadée, j'en gagne beaucoup plus que quand j'étais éditée. Il n'empêche que je ne vis pas de ça, mais tous les revenus que j'ai de mes livres, c'est ma petite bulle, c'est mon plaisir, c'est quelque chose. Et puis c'est surtout, c'est pas l'argent que je gagne, même si je suis contente d'en gagner, bien sûr, mais c'est ce que ça incite, ce que je crée chez les autres, les sentiments que je crée, la gratitude que je reçois de la part des lecteurs. Et ça me nourrit vraiment plus que l'argent et que les espèces sonnantes et trébuchantes. OK, merci. Émilie, toi, vous les rémunérez combien les auteurs chez Bookelis? Alors, il y a, il y a les mêmes cas de figure qu'a évoqué Nathalie, où on peut avoir des auteurs qui vont effectivement imprimer leurs exemplaires et à autant en nombre, qu'ils vont choisir à imprimer et les revendre de salons ou d'événements privés. On a des auteurs qui font de la non-fiction, qui sont des professionnels, des médecins, des économistes, et qui vendent lors de conférences où, ça marche très, très, très bien. Et là, la marge, alors, voilà, c'est la marge qui est en valeur absolue entre, le prix de vente qu'ils auront déterminé, et donc en plus ce sont souvent ces fameux livres-là, d'experts, ont un prix qui est quand même assez élevé, hein, qui est au-dessus de 20 € généralement, et effectivement le prix d'impression au livre va être autour de 5-6 € peut-être pour ce livre-là. Donc voilà, la marge pour eux, elle est, voilà, entre le prix de vente et le prix de fabrication. Donc ça, voilà, exemplaire auteur, sachant que, voilà, nous on imprime en France, contrairement à Amazon qui imprime en Pologne, si c'est, encore le cas. Ou voilà. Nous on a vraiment choisi aussi de tout Oui, faire en Pologne ou France. Italie. Oh, merci pour la précision. Et donc deuxième cas de figure, on va avoir, donc les auteurs qui vont vendre sur la librairie Bookelis, et là c'est le même principe, c'est pas un pourcentage, pareil, c'est la marge. Au moment où on publie, on a, en temps réel, en fonction, des papiers, on met du pelliculage, il y a de la couleur, et cetera, de ce qu'on choisit, on sait exactement le prix de fabrication pour un livre, et si on le vend, voilà, on va prendre des comptes-ronds, c'est 5 €, si on le vend 15, l'auteur prend 10. Voilà. Nous, on aura déjà marché sur l'impression. Donc toute la marge qui reste, c'est pour l'auteur quand il vend sur la librairie Bookelis. Et donc troisième cas de figure, en distribution, donc quand le livre est vendu en librairie indépendante ou sur une librairie en ligne comme Amazon, là, on reverse 15 du prix de vente hors taxe. Donc voilà, c'est supérieur à ce que peut faire une maison d'édition, entre 5 et 8, on va dire, pour des jeunes auteurs. Nous, on est à 15. Oui, donc Et on finalement, verse, ça ces redevances, on peut pas appeler ça des droits d'auteur. Enfin, c'est tout c'était un peu confus dans la réglementation, mais voilà, on appelle ça des redevances. On les verse 3 fois par an, en février, juin, octobre. Voilà, pour être précis. donc au final, on peut s'y retrouver plus en auto-édition qu'en édition, traditionnelle. Ah Si oui, on se financièrement, oui. Tout à fait. C'est déjà, par livre, en valeur absolue, le pourcentage est supérieur, et derrière, tout dépend du volume qu'on va vendre, mais au livre, oui, oui, c'est plus intéressant. Ouais, c'est toujours le débat, en fait, de se dire: «Je vais en maison d'édition, j'en vendrai plus, peut-être que je toucherai moins, mais je vais en vendre beaucoup plus», et en auto-édition, si j'arrive à, en vendre, pas mal, bah, je toucherai plus, donc tout est une question d'équilibre entre ces 2 là. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'il faut faire aussi attention, on a souvent, ces chiffres-là, la maison d'édition sort mon livre en 3 000 exemplaires et compagnie. Attention, les sortir en 3 000 exemplaires, ça veut pas dire que vous allez en vendre 3 000, ça veut dire qu'il va y en distribuer 3 000 dans tous les points de vente, les libraires et compagnie, mais ces livres peuvent et vont être retournés parce qu'ils vont pas pouvoir tous être vendus. Et quand ils sont retournés, comme ça coûte trop cher en France de stocker des livres, ils sont détruits, ils passent au pilon. Et ça, moi, c'est
«Ah, c'est pas possible que mes livres soient détruits». Je déteste, l'idée donc il y a beaucoup de gens qui ont ces chiffres en tête, des chiffres de vente, que bien sûr un auteur indépendant ne peut pas atteindre, en tout cas pas à moins de faire le buzz, d'avoir une chance folle et cetera. Sauf Pas que c'est des facilement. faux chiffres, c'est des faux chiffres. Ouais. Ouais. Oui, c'est des chiffres Ouais. que généralement les hommes politiques aiment bien annoncer. En fait, c'est juste que les chiffres qui sont placés en librairie, donc ça fait beau, hein, mais derrière, quand il y en a 80 qui sont envoyés, mais pour ce calcul-là, effectivement, donc j'ai un exemple, qui est assez édifiant. C'est un économiste qui s'appelle Marc Toiti, qui a, sa place sur les plateaux télé dès qu'il y a un sujet économique. Il avait publié, je sais plus 5-6 livres dans une maison d'édition. Il s'entendait plus pour des raisons X ou Y. Et donc, en tant qu'économiste, il s'est dit, OK, je vais regarder ce qu'il y a sur le marché. Il a tout étudié. Il nous a appelés. Il a dit, bah, je vais gagner plus avec vous parce que moi, bah, mon plan média, il est tout fait. On m'appelle, j'ai même pas besoin d'aller passer des coups de fil. Il fait des conférences, etc. Et il a publié 3 livres chez nous et il était numéro 1 en plus sur Amazon dans sa catégorie, etc. L'auto-édition, c'est parfait pour ces cas-là où enfin la promotion, elle se fait presque toute seule. Là, c'est vraiment pour le coup, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais lui, pour le coup, il a fait son calcul. Voilà, c'est son métier et il a vu que oui, effectivement, il y a pas photo. Donc pour lui, c'était extrêmement rentable. Ouais. Mais du coup, alors, la transition est parfaite parce qu'on parle de volume et nous, on voulait parler de succès. Donc, qu'est-ce que c'est un succès justement en auto-édition? On voulait aborder ce sujet-là. Donc, pourquoi on voulait en parler? Parce que, on voulait déjà définir ce que c'est que le succès en auto-édition. Est-ce que c'est différent, de l'édition ou pas? On rappelle quand même que le succès, tu viens d'en parler, Émilie, c'est parfait. Le succès en auto-édition, ça existe, hein. On rappelle que Aurélie Vallogne, Agnès Martin-Lugan, Mélissa Dacosta, qui sont les grosses, vendeuses en fait de livres aujourd'hui, ont commencé en auto-édition et donc la prochaine question qu'on allait vous poser, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est la définition du succès en auto-édition? À partir de combien de livres on peut considérer qu'on a obtenu un petit succès? Et en fait, pourquoi je dis ça? Je précise un petit peu ma question, parce qu'évidemment, ça va dépendre potentiellement des genres, ce sera pas forcément, hein, la même chose, là en poésie ou en théâtre, qu'en romance, effectivement. Mais par exemple, des plateformes comme Librinova ont l'air de considérer que 1000 exemplaires, c'est la limite qu'ils mettent à la présentation des livres aux éditeurs en tant qu'agents. Est-ce que ça vous paraît sensé? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et sinon, quelle est votre définition du succès en auto-édition? Je te laisse commencer, Nathalie, on passera à Émilie après. Donc tu me demandais pour le succès, comment le déterminer? Chacun, en plus, je pense à ses marqueurs. Chacun se dit: «Ben, moi, c'est ça pour moi, c'est tant de livres vendus, mon succès». Moi, en tant qu'experte de lancement, ce que je visais avec mes accompagnés, c'était les barres, les seuils classiques du lancement. C'est 1, 3, 5% de ton, lectorat, enfin, pas de ton lectorat, de ton auditoire, de tes followers sur les réseaux sociaux, de tes des abonnés sur tes listes de diffusion. Donc ça fait un chiffre et on prend le 1, 3 et 5% de ce total de personnes, sachant que certains se retrouvent sur tous les plans. Ils te suivaient sur les réseaux sociaux, ils sont et abonnés à ta newsletter. Il n'empêche que ça fait quand même une moyenne et 1% de ton auditoire, de ceux qui te suivent, c'est le minimum à atteindre lorsque tu lances un livre. Parce que, si tu atteins pas ça, c'est que tu as vraiment foiré ton lancement. Et d'ailleurs, lorsque j'ai accompagné plusieurs auteurs, je faisais des summer camps, pendant des années, l'été où j'animais, et je leur disais de regarder leurs chiffres. Certains qui pensaient avoir raté leur lancement s'étaient aperçus qu'ils avaient dépassé ce 1%. Ils étaient très fiers a posteriori. Ce qu'ils avaient considéré comme un fiasco, finalement, c'était bien réussi parce qu'ils avaient un tout petit nombre de followers. Donc c'était déjà très beau ce qu'ils étaient arrivés à faire. 3% c'est la moyenne en général de ce qu'on arrive à sortir et 5% quand on arrive aux 5%, je les ai pas eus sur tous mes lancements et pourtant je fais bien les choses. Un autre marqueur de succès pour moi, c'est les tops Amazon. C'est-à-dire que, quand ton livre, le jour du lancement et le lendemain et le surlendemain et même pendant 15 jours après, il reste top 1 de sa catégorie. Je parle pas de top 1 de tous les livres Amazon parce que ça devient oui, c'était possible au début. Aujourd'hui, c'est très rare les auteurs qui arrivent à être dans le top général Amazon. Il y a tellement de livres, il y a un livre produit par heure, c'est impossible. Par contre, tu peux avoir des catégories. Je me rappelle, j'avais accompagné Marie Dokilissi qui avait écrit
un livre sur le patient cactus, comment accompagner le patient en cactus. Elle était soignante elle-même. Et donc, elle voulait parler aux autres soignants de ce patient difficile à gérer. Elle était numéro 1 en infirmière, numéro 1 en médecine, elle a été numéro 1 dans plein de tops. J'arrive même plus à suivre parce que c'était moi sa coach. Donc, moi, j'adorais aller chercher les tops et il y en avait tellement que j'arrivais plus à suivre. Donc ça, c'est quand même un beau marqueur de succès. Et puis après, il y a le plaisir personnel. C'est pour ça que j'encourage vraiment à vivre ça comme une fête, à le créer avec sa communauté, à créer un événement autour de la thématique de son livre pour qu'on garde de ce moment quelque chose de magique. Et moi, il y a un livre qui en particulier, j'en garde un souvenir ébloui, c'est je sors le tome 2 de ma série de fantasy. Alors un tome 2, on sait qu'on perd des lecteurs hein, au fur et à mesure des tomes. Et là, j'arrive à ce salon, c'était le salon des Aventuriales de Minitroll, un salon que j'adore, à côté de Clermont. J'arrive à ce salon, les portes à 9h ouvrent et de 9h à 13h, j'ai dédicacé non-stop. Il y avait la queue devant mon stand avec les lecteurs qui parlaient entre eux des personnages du tome 1. Ça, à vivre ça, pour moi, là, j'ai atteint un grand moment. Et un autre grand moment, et à chaque fois, je cherche, je mets toujours plus haut, la barre toujours plus haute. Ça a été quand, après avoir fait les Imaginales, en exposant de base à l'extérieur de la bulle du livre, la 3e année, enfin, moi j'attendais tous les 3 ans pour y aller parce que c'était un sacré gouffre financier, les Imaginales, ça coûte très, très cher comme salon du livre, mais c'est le rassemblement pour les lecteurs de l'imaginaire. À Épinal. Donc j'ai fait une fois à l'extérieur, dans un petit barnum, une autre fois dans la bulle du livre, mais dans un tout petit stand minuscule. Et la 3e fois où j'y suis retournée invitée par le festival. Alors là, c'était waouh, c'était la voie royale. Tout était pris en charge, mon hébergement, mon transport. J'ai été invitée aux tables rondes et j'ai été rémunérée pour ces tables rondes. Voilà, ça c'était top. Et donc mon prochain rêve, c'est de voir ma série de fantasy en film. Et c'est mon prochain marqueur de succès. OK, et toi, Émilie, du coup, qui vois un panel de livres, j'imagine, beaucoup plus large, qu'est-ce que tu vois au niveau des ventes, moyennes? En fait, à partir de combien on serait au-dessus de la moyenne pour un livre auto-édité? Ah, c'est hyper compliqué à dire parce qu'effectivement, il y a une telle, variété de livres, de genres, et de façons d'auto-éditer et de faire les démarches que, nous, enfin, si on réfléchit, en tant qu'entreprise et regarder notre business, de trouver une sorte de même de panier moyen, on n'a jamais réussi à le faire, même si on a des chiffres, hein, mais ils veulent rien dire du tout, en fait. Donc c'est le succès, au final, on a des profils tellement différents et c'est comme si le succès, il y en a autant qu'il y a d'auteurs indépendants en fait. Et on a des auteurs qui effectivement sont dans l'objectif de vendre, d'avoir une stratégie assez poussée, de se professionnaliser au maximum. Et là, on est avec eux pour effectivement atteindre certains chiffres. On a nous là le livre qui est distribué chez nous et qui fait le maximum de ventes. C'est un livre qui est traduit, c'est un polar, Meurtre sur le glacier si je me trompe pas, qu'on est à 6 ou 7 000 ventes, là et ça continue et c'était un tome 2 en plus donc voilà, on a des succès comme ça. Mais on a des auteurs qui vont, juste avoir pour objectif que le livre existe, en fait et ils sont hyper heureux et ils sont hyper contents. Il y en a certains, c'est juste d'aller faire des dédicaces, d'autres, c'est d'avoir des avis et d'avoir des personnes qui font des retours. C'est l'expérience, c'est vraiment une expérience qui se vit. On n'est pas là sur, je vais, voilà, je vais, acheter un t-shirt. Enfin, c'est un exemple nul, mais c'est des mois, voire des années d'écriture. C'est un moment de stress, c'est un moment où on se livre, où tout le monde va nous voir et cetera. Nous, vraiment, on prend en compte l'expérience complète des auteurs. Alors, il y en a certains qui vont, enfin, qui vont avoir juste envie d'écrire un livre pour témoigner de quelque chose de très dur qu'ils ont vécu ou de vouloir le mettre sur papier. On a eu une jeune femme qui a voulu écrire son histoire personnelle qui est très très dure et en fait elle voulait que ce soit vu au maximum, donc elle a pris de la pub, etc. Parce que l'important c'est que ouais, son histoire elle existe en fait devant les yeux des gens. Et le fait que juste elle soit vue et qu'elle soit partout, le succès pour elle il est là en fait. Donc c'est compliqué de mettre des chiffres et c'est arbitraire de dire à 1000 vous êtes légitime pour aller être proposé dans une maison d'édition.
Pourquoi 1000? Alors pourquoi pas 900? Pourquoi pas 1100? Heu, c'est je sais je ça veut pas dire grand-chose, en fait. Mais effectivement, d'aller réfléchir en termes de communauté, nous, par exemple, on a eu là des influenceurs voyage, donc qui ont fait un tour du monde. Ils ont fait leur livre avec, leur tour du monde, sous forme de récit avec plein d'images et cetera, pris énormément de temps pour faire quelque chose de très joli, avec une communauté de, je sais plus, 80 000 personnes sur Instagram. Ils ont pas atteint les 1 en fait, mais peut-être parce qu'ils ont pas mis les efforts derrière aussi. Qu'ils en ont parlé 2-3 fois et sauf que ça suffit pas en fait. La communauté, c'est pas parce qu'elle est là que derrière elle va acheter. Mais au final, c'était peut-être pas ça leur objectif, parce que c'était aussi de passer du temps, et de se remémorer tous ces souvenirs et cetera. Donc moi, je suis pas forcément très à l'aise à aller dire, voilà, la moyenne, elle est de temps ou l'objectif, il est de ça. Chaque auteur, déjà chez nous, c'est l'objectif de l'auteur. L'auteur est son propre éditeur, hein, donc il va se fixer ses objectifs et il va mettre les moyens qu'il veut et les efforts qu'il veut. C'est pas à nous de lui dire, «Bah, dis donc, tu pas vendu, c'est pas bien, tu pas» non, on met pas d'objectif, on accompagne au mieux qu'on peut et derrière, ben, on sera hyper heureux pour l'auteur s'il a juste, eu le courage d'aller en dédicace, se présenter devant les gens et puis, raconter, parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc ouais, c'est compliqué, ouais, je trouve de fixer des objectifs et de considérer ce qu'est un succès. Alors oui, déjà dès, 500 ventes, sur un livre, on considère que, pour un jeune auteur, c'est bien, c'est très bien, en fait. Donc on en a pas tant que ça. On a certains, oui, qui font vraiment de beaux succès et qui tirent, nos ventes en librairie. Mais on en a aussi plein qui vont pas vendre beaucoup ou d'autres qui vont avoir des surprises. On a quelqu'un qui avait écrit un livre sur l'IA avec des trucs tellement complexes d'ingénieur. Il a fait un post sur LinkedIn et ça n'arrêtait pas. Il avait plein de ventes alors que le livre coûtait 50 € et en fait, voilà, il avait écrit sur un sujet que personne, n'explorait à ce point et il hallucinait. Il disait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Donc ça, voilà, ça c'est un succès parce que c'était inattendu, que lui, il s'était dit: «Oh, c'est sympa, je vais aider des gens peut-être, 1 ou 2 personnes» et en fait, il y en avait plein. Donc voilà, il y a c'est des histoires, en fait. C'est des histoires personnelles qui, pour beaucoup sont très belles, sans avoir de chiffre derrière, en fait. Ouais, alors nous, on se posait la question surtout dans l'objectif de si on veut se professionnaliser, est-ce qu'il faut se fixer des objectifs et quels objectifs? Parce qu'on entendait qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui circulent un peu, dans le milieu. Par exemple, le fait de dire, il faut en sortir 3 ou 4 par an pour pouvoir en vivre. Et qu'est-ce que par exemple, bah, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Comment on le fait avant d'en vivre justement? Et si c'est pas la bonne stratégie, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, si on a pour objectif en fait de devenir, écrivain, professionnel? Ce que tu es un peu en train de faire aussi, Nathalie. Tu nous disais au début que tu avais envie de te consacrer à ta carrière d'autrice. Bah, du coup, tu as quand même l'ambition d'en vivre et il y a bien sûr, il y a autant de livres que de personnes quasiment, mais parmi les gens qui sortent des livres et en auto-édition, il y a des gens qui se disent: «Bah, cette question de l'argent, elle existe. Moi, j'ai envie d'en vivre. Je choisis l'auto-édition parce que je sais que je vais toucher plus d'argent sur mon livre et comment je fais, pour en vivre derrière?» Oui, alors, pour faire justement pour revenir à cette, idée que je veux mettre ma carrière d'autrice en avant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenue au salariat. Après 7 ans d'entrepreneuriat à donner des conseils éditoriaux, accompagner des coachs et des conférenciers pour publier leurs livres, bah, j'ai dû retourner au salariat pour pouvoir avoir un revenu fixe qui me permette d'écrire. Et si c'est l'absurdité du système, mais c'est que comme ça que j'ai pu y parvenir. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est en vivre au point de vue, moral. C'est-à-dire que moi, c'est un réconfort de tous les instants. Quand je publie, quand j'écris quelque chose, en même temps qu'en parler, je recevais un commentaire sur Amazon que j'avais pas encore lu. Ce Ça vaut de l'or, je suis boostée pour une semaine là. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est positif, c'est motivant, c'est inspirant et c'est ça, que j'appelle en vivre, que plus que financièrement. Après, tu parlais de les conseils pour résister, c'est oui, il faut publier régulièrement, c'est certain. Mais moi, j'ai publié à peu près un livre par an depuis que j'ai commencé. C'est c'est vrai que c'est frustrant pour les lecteurs d'attendre, la suite des séries et cetera. Mais quand ils aiment, ils attendent.
Et plus tu publies fréquemment et plus c'est un signe que quand même tu as eu peut-être recours à des outils pour t'aider parce que un process littéraire, c'est extrêmement lent. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc, peut-être que j'écris particulièrement lentement par rapport aux d'autres, mais je ne crois pas. Je crois que j'écris plutôt assez vite. Il n'empêche que ça a besoin de maturer, ça a besoin de regard extérieur, des allers-retours avec les bêta-lecteurs, des corrections éditoriales. Publier un livre en moins de 4 mois, pour moi, ça fait pas de sens. Ou alors, il y aura forcément, ça va pêcher au point de vue de la qualité, sauf si, bien sûr, tu consacres 100% de ton temps à ça. Mais qui peut le faire aujourd'hui? Je suis pas sûre que beaucoup de gens puissent consacrer 100% de leur temps pendant 4 mois à écrire un bouquin. Donc, je sais que ça s'est fait. Je pense très bien à une personne qui a, au tout début de son modèle économique, et s'est dit: «Je vais publier un livre par mois», et elle s'est fait connaître comme ça. Elle s'appelle Jupiter Phaeton. Elle a vraiment ouvert la voie, à plein d'auteurs et cetera de l'imaginaire. Bon, aujourd'hui, elle fait plus ça, hein, parce que on s'y épuise, on perd son énergie, sa santé et cetera. Donc aujourd'hui, elle a justement acquis son lectorat et elle peut se permettre de prendre plus de temps pour publier la suite, mais elle publie quand même assez souvent. Mais je pense qu'il faut être très patient dans faut être patient parce que les lecteurs, ils se gagnent petit à petit au terme des rencontres, au terme des échanges, au terme du bouche à oreille. Et moi, j'ai été toujours très patiente à ce sujet, donc j'ai pas eu d'insatisfaction. Mais j'en connais qui ont arrêté parce que justement, ça n'allait pas assez vite pour eux et ils avaient l'impression que personne n'aimait leurs livres. Or, l'être humain se focalise toujours sur les négatifs, sur un commentaire reçu qui est pas bon, sur une mauvaise éval reçue, et il occulte tous les beaux commentaires qu'il reçoit, tous les encouragements, tous les remerciements qu'il reçoit, la gratitude des lecteurs qui disent merci pour ce livre. Et moi, je sais que j'ai personnellement, ma vie a été changée à plusieurs reprises grâce à des lectures, des livres qui ont impacté ma vie, qui m'ont orientée à des chemins de vie différents, sur des chemins de vie différents. Et je sais, parce qu'on me l'a dit, que certains de mes livres ont fait ça, ont procuré ces sentiments-là aux lecteurs. Et pour moi, ça me suffit. C'est vraiment quelque chose, de savoir que je contribue à ça, ça me nourrit, ça me permet d'envisager un autre livre, de passer des heures où je passe pas ce temps-là à regarder Netflix ou à être avec ma famille ou à prendre du temps pour moi. C'est du temps d'écriture. Ça m'aide aussi à contribuer à ce que le monde aille mieux quelque part, c'est modeste, enfin c'est pas modeste ce que je dis, mais je pense modestement que ces livres peuvent peut-être aider des personnes à aller bien, à aller mieux, et ça, c'est ce qui me motive en tout cas, c'est ce qui me pousse, pour aller de l'avant. Et Émilie, toi, tu vois des auteurs qui en vivent, sur Bookelist et qui, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font ça de publier 3-4 livres par an ou est-ce que tu as constaté qu'ils faisaient, autre chose, différemment, qu'il y a plusieurs modèles? Alors ils sont très, très peu nombreux à en vivre, hein, de toute façon, les chiffres effectivement, le disent clairement et nous, on n'a Mmh. pas, 4 livres par an qui font 4 succès, par an. Mmh. Je pense que oui, on en tant qu'auteur, on s'épuise, à vouloir faire ça. Tenir, combien de temps on tient, ça doit être, enfin, oui, je pensais aussi à Jupiter, quand tu parlais Oui, oui. et c'est une exception sur le marché, et puis elle a toute une équipe maintenant avec elle, hein. Elle a des gens qui sont là à plein temps, qui travaillent avec elle et oui, en fait, si on veut le faire, il faut le faire à plein temps, donc soit on est rentier, soit on peut pas, en fait. Parce que, si on veut soi-même tout faire, c'est juste impossible, en fait. Donc il faut payer des gens, il faut investir, pour nous aider sur les différentes tâches qu'il y a et donc ça coûte de l'argent et ça prend un temps énorme donc en termes de ressources, aujourd'hui c'est pratiquement impossible et non et oui, un livre par an, c'est déjà un très bon rythme en fait parce que ça garantit la qualité aussi de l'écriture parce que, si ça s'effondre et qu'au bout du tome 3 on se dit: «Bon, bof, au revoir», c'est terminé. Donc il faut garantir tout ça, prendre le temps de le faire, c'est pas, enfin, aujourd'hui, oui, avec les outils, mais ça se voit, on est des petits malins qui essayent, hein, mais bon, voilà, ça fait pas le travail, que fait un cerveau, mais et effectivement, l'attente qu'il peut y avoir entre 2 livres, aujourd'hui, je pense qu'il y a des opportunités à saisir parce que, le fait d'être auteur indépendant, ça laisse la liberté de faire plein de choses et d'être créatif sur tout ce qu'il y a autour du livre, de créer un univers autour et on a contact direct avec ses lecteurs. Les réseaux sociaux, ils peuvent servir à ça. Donc tout le contenu qu'on peut créer autour, dans cette attente, dans, la création du 2e livre ou du livre suivant,
où on commence à avoir des bribes de choses, etc., on peut peut-être commencer à le partager avec une audience, voir comment ça prend, faire vivre des personnages tout seuls sur ses réseaux. J'en sais rien. Il y a sûrement 1 million de choses à imaginer et les auteurs, ils ont cette imagination-là. Vous êtes créatifs plus que la moyenne et il y a énormément de choses, je pense, à créer et à faire vivre. Et il n'y a pas qu'une route à suivre et un chemin qui serait le bon. Alors en termes de rythme, oui, je pense qu'il y a des choses à respecter. On peut pas aller plus vite que la musique et etc. Mais je pense que on peut sortir complètement du chemin classique et être vraiment créatif. Et le fait d'avoir le contact avec les lecteurs, je pense que c'est un vrai atout. Et le lien peut se créer autrement que à l'intérieur du livre lui-même, en fait. Il n'y a pas que l'histoire et les personnages qui vont créer le lien, il y a aussi tout l'univers autour et tout ce qu'on peut créer qui vient s'ajouter à ça. Donc, et on le voit, alors ça le fait beaucoup lors de dédicaces ou de salons. Moi, je voyais parce que j'allais régulièrement dans des salons, enfin toujours, et des salons thématiques. Le tout ce qui est développé en termes d'objets, d'univers, de choses qui sont créées, qui sont sur la table par certaines autrices notamment, dans le monde de la romance beaucoup. C'est très imaginatif, c'est très créatif, c'est plein de choses qui fait qu'on a envie, on regarde, oh mais c'est quoi et ça, elle a créé des petites choses qui vont avec le livre, etc. Comme du merchandising, sans l'aspect commercial, on va dire. Mais et donc tout ça, je pense que c'est un vrai plus qui peut être exploité et faire vivre le livre en dehors de ce qu'il y a dans les pages du livre lui-même, en fait. Donc, mais non, 4 livres par an, nous on le voit pas. On n'a pas ça chez nos auteurs, en tout cas ceux qui fonctionnent. Et c'est pas forcément ce qu'on recommande aussi, en Du fait. du coup, on parle, qualité de texte, on parle de quantité de texte. Si je vous dis, réécriture, diagnostic littéraire, correction, marketing, communication ou encore, maquette ou, couverture, pour vous, c'est quoi les 2 ou 3 points qui sont vraiment, incontournables pour les auteurs auto-édités et non négociables? Je vais prendre la parole parce que je vois qu'Émilie est en train de boire. Moi, pour moi, le point numéro 1 et c'est un peu dur quelque part parce que c'est pas le texte, mais c'est la couverture. C'est vraiment, je pense que c'est un incontournable. On dit qu'il faut pas juger un livre d'après sa couverture, mais c'est ce que font 90% des lecteurs. Donc, si vous arrivez avec un superbe texte, mais pas une bonne couverture, je suis sûre qu'il finira par trouver ses lecteurs parce que s'il est super bon, les gens vont en parler entre eux. C'est un peu ce qui s'est passé avec Macpherson là, parce que ses couvertures sont moches, mais que le contenu a tellement plu que du coup elle a super, enfin ça a super pris. Mais par contre, heu, un livre peut faire gagner tellement de temps, enfin la couverture peut vous faire gagner tellement de temps et tellement d'intérêt. Moi, je me rappelle d'une convention où j'avais mon kakémono. Donc un kakémono, c'est une grande affiche derrière soi qui reprend, probablement, enfin moi dans mon cas, c'était la couverture de mon tome 1 d'Heroic Fantasy. Et il y a une jeune dame qui était très pressée, qui voit ce kakémono de loin, qui elle me regarde même pas, elle regarde que ça. Elle arrive, elle me dit: «Je suis très pressée, je dois partir, mais je veux ce livre». Et donc elle prend le livre, j'ai juste, le temps de signer dedans et elle part avec, sans que je lui ai parlé du livre, hein, je lui ai rien dit du tout. Et 15 jours après, j'avais une autre convention un peu enfin c'était les mêmes organisateurs, mais à une autre ville. Et je vois arriver cette jeune femme qui me dit: «Cette fois-ci, je viens prendre le temps de discuter avec vous parce que je savais même pas à quoi vous ressembliez. J'ai craqué pour ce livre. Je vous confirme que mon instinct d'aller vers cette couverture s'est trouvé récompensé parce que j'ai adoré, lire le bouquin. Mais maintenant, je viens faire votre connaissance, et cetera». Donc ça, c'était la preuve que j'avais choisi vraiment la meilleure couverture pour ce bouquin. Parce que c'est une couverture qui fait écho le talent de la graphiste fait que, ce que je veux que les gens ressentent en voyant la couverture, bah, elle y arrive, elle y parvient. Et le deuxième point pour moi, c'est les corrections éditoriales. C'est un incontournable. Il faut accepter de faire lire son livre de faire lire son livre par d'autres avant de le publier. Parce que vous pouvez pas vous confronter au regard des lecteurs sans qu'il y ait eu des regards préalables. Et c'est souvent douloureux et c'est souvent pas facile parce que quand vous remettez votre manuscrit au bêta lecteur, moi j'ai plusieurs bêta lecteurs et c'est pas les mêmes en fonction de chaque genre littéraire.
quand je remets mon livre au bêta-lecteur, je suis convaincue que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour le bouquin. C'est-à-dire que je leur donne pas la V2, je leur donne la V7, voire la V8 du bouquin. Et ben malgré tout, ils vont revenir vers moi parce qu'ils font bien leur job en disant cette scène-là, j'ai rien compris. Là, ce personnage, il avait les yeux bleus alors qu'au début, il avait les yeux gris. Et ça, c'est pénible de se prendre des murs comme ça en se disant mince, mais je l'ai pas vu, etc. Ou tout simplement des conseils pratico-pratiques sur là, je trouve que tu y vas un peu fort ou je vois pas le décor en fait, c'est pas assez visible ou parlant pour moi. Eh ben, il faut l'accepter et l'entendre et les remercier parce que grâce à eux, vous n'allez pas publier ça. Moi, je compare toujours cette partie-là à l'extraction d'un diamant. Quand vous extrayez un diamant, il a de la valeur, c'est un diamant. Mais un diamant brut, c'est moche. Enfin, c'est rugueux, c'est pas beau à voir, pas aussi beau qu'un diamant taillé. Et la phase de la bêta lecture et des corrections éditoriales qui s'en suivent, c'est tailler ce diamant pour qu'il brille de mille feux et que du coup, bah, il soit le meilleur de ce que vous puissiez produire grâce au regard d'autres en amont de la publication qui vous permet de parer à toutes les petites imperfections en fait qui pourraient encore rester. Voilà pour moi les 2 points principaux fondamentaux sans lesquels on peut pas publier le livre, de façon professionnelle. Il y a aussi les corrections linguistiques qui s'ensuivent, mais ces 2 points-là d'abord sont prioritaires pour moi et après il faut bien sûr faire des corrections linguistiques et pas soi-même, mais le confier à d'autres. Ouais. Et pour toi, Émilie? Bah, ça va rejoindre un petit peu ce que disait Nathalie. Alors nous, surtout parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui sont, enfin, c'est leur premier livre et cetera. La correction basique, grammaire, orthographe, syntaxe, elle est très nécessaire. Elle est vraiment on insiste, hein, comme je disais tout à l'heure, pour la faire. On a, nous des correcteurs, correctrices qui ont en plus vont, donner une sorte de fiche de lecture, enfin qui vont, relever des incohérences ou, aller dire: Attention», voilà, parce que c'est des passionnés et qu'elles lisent avec le regard du correcteur. Donc c'est pas la même façon de lire, mais elles lisent quand même, en fait. Et j'ai un exemple en tête, il y avait un livre où, c'était vraiment du détail, hein, pour le coup, ça parle d'une cabine téléphonique rouge alors que c'était à Paris. Donc ben, non, ça c'est à Londres, attention, tu vois? Ils voulaient peut-être, trouver un truc un peu, exotique, mais non, c'est pas cohérent. Ça peut être du détail comme ça, comme juste, une autre fois où là, je pense que le livre, c'était un monsieur un peu âgé qui écrivait à la première personne alors que le personnage principal, c'était une adolescente. Donc c'était pas crédible. Tu peux pas te mettre dans la peau d'une adolescente alors que tu l'as jamais été et que t'as plus l'âge du tout. Donc il y avait plein de choses et malheureusement, voilà, le livre était pas, voilà, ça a pas pu sortir comme ça. Mais voilà, cet œil-là de relecture et effectivement la couverture parce que aussi aujourd'hui, le livre va se retrouver, sur des sites, en fait. Et donc il faut pas seulement penser à la couverture du livre, le livre quand on l'a dans la main et qu'on le regarde et cetera, il faut penser aussi vignettes. Il est tout petit, au milieu de plein d'autres vignettes sur un écran où, je sais pas, il y en a 20 peut-être. Et donc comment on fait pour que, alors que c'est minuscule, ben, on attire l'œil quand même, que vraiment en regardant, pouf, on s'arrête sur le nôtre et pas sur celui d'à côté. Comment on joue avec justement peu de détails, mais quand même assez pour attraper l'œil. C'est ça, et le travail du graphiste, il est pertinent parce que il y a ces 2 aspects-là et qu'effectivement, on va s'arrêter parce qu'on aura flashé sur, une photo, incroyable, des couleurs, une typo, j'en sais rien, plein de choses, et qui ça va se distinguer. Donc voilà, c'est les fondamentaux pour avoir, un livre, un objet livre qui soit, qui soit OK à être publié. Et après nous là, c'est vrai que la distribution, on le conseille pour tous ceux qui veulent, aller plus loin en fait, et vraiment, être visible un maximum, ou en tout cas se donner l'opportunité d'être visible. Ça, en étant disponible partout, c'est quand même la base. Donc ça, c'est ce qu'on conseille, aux auteurs en priorité. OK, et du coup, si je veux une couverture par un graphiste, si je veux une correction professionnelle, si je veux une distribution, combien ça coûte? Alors la couverture en broché par un graphiste, c'est 169 € chez nous. Donc avec les allers-retours avec le graphiste, on donne son brief, on donne, voilà, toutes ses instructions et on fait des allers-retours avec, le graphiste. Que je ne dise pas de bêtises, pour la correction, c'est, un calcul qui se fait au nombre de caractères qu'il y a dans le livre, évidemment, et c'est, 1,99 € les 1000 caractères, espace compris.
Et au niveau de la distribution, donc nous, on a 3 zones de distribution possibles. Il y a la France métropolitaine, il y a la francophonie, donc c'est, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec, et le monde entier, donc toutes les librairies francophones dans le monde entier. Et donc pour la France métropolitaine, donc la France métropolitaine, c'est 108 € par an, sachant qu'après c'est dégressif tous les ans. C'est pour la francophonie, c'est 149 € et pour le monde entier, c'est 176 € par an. Voilà, encore une fois, c'est dégressif et en gros, à partir de la 5e année, ça coûte pratiquement plus rien. Ça doit coûter 10 € même pas, par an. Sachant que voilà, on s'occupe nous de tout, en fait. À partir du moment où le livre est publié, il y a juste à prendre, à commander et après l'auteur n'a absolument rien à faire. C'est nous qui faisons tout le travail qui peut prendre plusieurs semaines avec tous les outils qu'on a à disposition, pour s'occuper de toute la partie logistique et des référencements, dans les outils d'Hachette-Livre. Vous pensez, l'une comme l'autre, quand vous accompagnez les auteurs que, la notion de liberté, c'est quelque chose qui est très important et qui joue dans le fait, qu'ils choisissent l'auto-édition? Ah oui, bien sûr, je pense que c'est l'argument numéro 1, hein, en tout cas, tous ceux que j'ai accompagnés, c'était ça. Moi, j'ai accompagné des coachs et des conférenciers. Quand on est entrepreneur, qu'on a créé son entreprise, c'est pas pour, donner le fruit de son travail à d'autres. Donc c'est pour ça aussi qu'ils partaient sur l'auto-édition, l'édition indépendante. Pour en revenir aux frais, moi, je conseillais toujours de garder une enveloppe de 1 000 € pour les frais inhérents à la sortie du livre, sachant qu'on dépensait souvent moins que ça. Mais, quand on passe partout, il faut acheter des ISBN quand on est indépendant. Avant, c'était gratuit, aujourd'hui, ça l'est plus, c'est payant, même pour les renouvellements. J'ai découvert ça avec, tristesse, ces derniers mois. Donc il y a des frais, les ISBN. Moi, je conseille d'acheter des marque-pages pour faire sa communication. Ça coûte, rien par marque-page, mais il faut en acheter un certain nombre pour que ça ne coûte rien. Il y a, donc les corrections, il y a le graphiste, l'achat de ses propres exemplaires auteurs parce que c'est un investissement. C'est-à-dire que vous allez quand même sortir, à peu près 300 € pour acheter, X exemplaires de vos livres. Bah, et pendant ce temps-là, tant qu'ils sont pas vendus, vous n'avez pas à gagner les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a quand même un investissement de départ. Après, on n'est pas obligé de le faire, hein, on peut très bien, choisir de faire une couverture générique, de faire corriger par sa tante le bouquin, et de ne pas acheter d'exemplaire auteur. Mais c'est dommage, parce que vous vous tirez quand même une balle dans le pied et qu'après heu, votre livre, s'il manque des aspects professionnels, vous allez le payer. Après, c'est votre livre qui va le payer au point de vue de sa réputation, au point de vue du regard qu'auront les autres sur lui. Moi, je trouve qu'un livre souvent on fait un procès aux livres, indépendants en disant: «Ils sont pas de qualité», avant même de les avoir lus. Or, c'est pas possible parce qu'un auteur indé et des livres indés, pour qu'ils subsistent, il faut qu'ils soient exemplaires, qu'on puisse pas les critiquer là-dessus. Sinon, ils survivent pas longtemps. Très vite, ils disparaissent du milieu. Alors qu'un auteur indé qui est là depuis longtemps, c'est qu'il a fait ses preuves et qu'il c'est un vrai pro. Moi, j'organise aussi un salon du livre. Ça fait, plusieurs années qu'on refuse certaines maisons d'édition, le comité de sélection dont je ne fais pas partie, mais dont je reçois les briefs, refuse des maisons d'édition parce qu'il y a des fautes, y compris sur la 4e de couve. On peut pas prendre des maisons d'édition comme ça, enfin, c'est pas sérieux. Donc, il faut vraiment, je pense, investir avant de sortir le bouquin, il faut vraiment s'assurer qu'on ait coché un maximum de cases, et donc il vaut mieux parfois faire des économies pour pouvoir lui donner la sortie qu'il mérite, plutôt que de le voir, s'exploser en vol, dès la sortie. Ouais. Donc du coup, il y a justement, il y a des coûts, mais il y a aussi d'autres inconvénients, hein, à l'auto-édition. On a vu qu'il y avait des avantages, hein, notamment la liberté, mais je me demande si cette liberté, c'est pas aussi un élément qui peut contraindre, l'auto-édition. C'est-à-dire que, justement, le manque de cadre, peut-être que c'est quelque chose qui peut bloquer, en fait, certains auteurs qui se disent: «Bah, moi, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas envie de faire tout le reste». Et donc, bah, l'auto-édition, c'est pas pour moi, je veux qu'une maison d'édition fasse, tout pour moi. Et ça peut aussi justement, ce qu'on se disait, hein, dégoûter les lecteurs, de se dire: «Bah, en fait, il y a tout et n'importe quoi qui sort parce que en fait, c'est pas du tout contrôlé», contrairement aux maisons d'édition. Est-ce que finalement, cette liberté, c'est pas une des limites de l'auto-édition? Émilie, est-ce que, tu veux nous répondre là-dessus?
Je pense pas que ce soit une limite. La liberté a la valeur de ce qu'on en fait derrière, en fait. Donc, effectivement, si en fait, les auteurs qui parlent de cette liberté-là, chez nous, ils vont aller au bout de la démarche. Donc ils vont être très pros, les livres vont être, vraiment, bulletproof quoi. Ils vont travailler la couverture, ils vont travailler leur com, ils vont travailler leur présence, ils vont avoir, une identité d'auteur et cetera et c'est important pour eux qu'effectivement personne n'ait à dire: «Ah bah tiens non, on va changer ça. Tiens ou je vais te mettre une couverture avec, voilà un coucher de soleil sur une plage et hop c'est» non. En fait, c'est leur projet de A à Z et c'est important pour eux donc ce qu'ils en font en fait de cette liberté-là de faire leur projet, ça, ça touche les personnes que ça doit toucher en face, en fait. Donc il y a pas, cet inconvénient de dire: «Ouais, mais bon, il y a un peu de tout, c'est un peu n'importe quoi pour, plein de gens». Non, je pense que c'est les auteurs là, pour qui c'est très important, ils vont tellement au bout de la démarche que ça, c'est forcément bon, en fait, ce qu'ils ont fait, en tout cas pour les lecteurs qui vont être en face et qui seront la cible de ça. On a des auteurs qui viennent parce que peut-être qu'ils ont voulu être en maison d'édition, ils ont été refusés partout. Imaginons qu'ils fassent un peu de vente, qu'ils se fassent un peu connaître, hop, ils ont une maison d'édition qui fait une proposition, ils partent du jour au lendemain et ils nous amènent même pas au revoir. Et pour eux, cette liberté-là, ça voulait rien dire, peut-être qu'ils y ont même pas pensé. Le Graal, c'est d'avoir une maison d'édition qui a dit: «On vous choisit, on te choisit parce que tu super» et la reconnaissance, elle vient de là. C'est pareil, c'est encore des profils différents. Nous, on est heureux pour eux, ils ont encore une fois, c'était leur objectif, ils l'ont atteint très bien. Mais c'est pour ça que la liberté, pour nous, c'est très important. C'est ce que je disais au départ, c'est fondamental dans notre positionnement à nous, en tant que bouquinistes. Et pour ceux qui la prennent et pour qui c'est important, on les voit en fait. On voit que leur démarche, elle est poussée, elle est sérieuse. Ils mettent tout leur cœur, ils mettent, oui, leurs économies pour certains, leur temps et cetera et qui vont au bout du truc et que c'est que parce qu'ils sont libres qu'ils y arrivent en fait. Donc pour eux, c'est pas un inconvénient, au contraire. Alors c'est plus dur, ça prend plus de temps, ça peut être frustrant à certains moments, ça peut être des moments compliqués où on voit que: «Ah j'ai fait tout ça, ça a pas marché», et cetera. Il y a des hauts et des bas et ça va avec, hein, en tant qu'entrepreneur, on le sait tous et pour ceux pour qui c'est pas important, ils sont là aussi et puis s'ils peuvent partir demain, mais pour moi, c'est pas un inconvénient et pour de côté lecteur, en fait, je pense qu'à partir du moment où ils voient un projet qui est abouti et qui est beau, ils oublient qu'il y a du moins bon à côté, en fait. Ils voient ça et ils foncent pour a pour adhérer à ce projet-là, en fait. Donc ouais, moi, je le vois vraiment comme un avantage qui est pris pour ce qu'il est, en fait, par les gens pour qui c'est important. Oui, puis moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit sur la durée, que oui, c'est long de s'auto-éditer, et cetera. Sauf que moi, je me rappelle d'une fois où j'étais sur un forum d'auteurs. J'avais écrit mon livre en direct au fil des mois sur ce forum d'auteurs et tous ces auteurs, la majorité, étaient édités. Et je reviens 2 mois plus tard avec le lien d'achat du bouquin. Et là, ils m'ont dit: «Mais comment tu as fait? C'est pas possible». Alors j'étais voilà, je maîtrisais bien le process, de l'auto-édition et je recommande plutôt 4 mois pour tout le process et cetera. Mais là, j'avais fait des choses en parallèle et donc 2 mois après, je revenais avec le lien d'achat du livre parce que j'étais en auto-édition. Alors que eux, 2 ans après avoir soumis le livre en maison d'édition, le livre était toujours pas sorti. Entre les délais de correction, les délais enfin d'acceptation déjà, de lecture du manuscrit, de correction et de publication, 2 ans après avoir soumis leur bouquin, alors qu'ils avaient même complètement oublié leur bouquin, le livre était toujours pas sorti. Moi, 2 mois après avoir terminé en direct le livre sur ce forum, je le sortais. Et donc, cette durée-là, enfin, c'est une vraie liberté. J'étais en osmose avec mon livre du début à la fin, alors que combien d'auteurs découvrent que leur livre il sort, ils ont perdu la connexion avec leur bouquin. Donc, je trouve que c'est quand même aussi quelque chose dont on parle pas assez, mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont déconnectés de la sortie de leur bouquin en maison d'édition. Et quand on est, f quand on a beaucoup de choses et qu'on ne peut pas les gérer, donc soit il existe des solutions de bookelist qui vraiment vont simplifier la vie des auteurs qui veulent pas se retrouver à faire ces tâches-là, eux-mêmes et qui vont pouvoir les déléguer à des pros, soit il existe, bah, la solution maison d'édition, on accepte de plus avoir de contrôle sur son livre, mais du coup on n'a rien d'autre à faire que d'écrire d'autres bouquins.
mais surtout pas le compte d'auteur. Ça vraiment, c'est alors la pire des solutions parce que le compte d'auteur, vous perdez sur tous les plans. Vous avez tous les inconvénients de la maison d'édition, à savoir que vous n'avez plus le droit à rien. Vous êtes dépossédé de vos droits d'auteur. Le livre ne vous appartient plus, mais vous n'avez aucun des avantages de la maison d'édition puisque vous payez pour tout. Et donc, vraiment, c'est la pire des solutions. Dès qu'on vous demande de l'argent pour publier votre livre, et je parle vraiment, quand c'est pas des prestations de services clairement énoncées sur le site internet, là, faut pas y aller. Il faut aller sur des sites comme, j'adore le forum Jeunes Écrivains qui fait la liste exhaustive, des maisons à compte d'auteur à fuir. N'hésitez pas si vous avez un doute à aller voir ce site-là, ce forum des jeunes écrivains. C'est clair que, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. On en a un peu parlé. D'ailleurs, on a parlé de la mauvaise image que les auteurs auto-édités peuvent avoir. On a parlé de la non-professionnalisation, du manque de sérieux et de rigueur que certains peuvent avoir, pas tous évidemment. Il y a aussi, parfois le mépris des élites, des journalistes, des médias, la solitude, on en a un peu parlé. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de qualité en auto-édition et qu'on a les outils, les moyens, les personnes pour avoir plus de qualité en auto-édition. Encore faut-il savoir comment les chercher. Pour conclure, moi, cet épisode, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez nous recommander justement, vous, des auteurs, un média, pour savoir comment est-ce qu'on peut les trouver, ces auteurs, auto-édités, qui sont, de qualité et qu'on pourrait avoir envie de lire. Alors je fonce, sur l'occasion qui m'est donnée de mettre en avant l'Indépenda. L'Indépenda, c'est une association qui existe depuis des années, qui met en avant les auteurs indépendants. Ils font un appel à texte. Alors avant, il y en avait plusieurs par an et puis c'est une association de bénévoles, donc ils se sont vite aperçus que c'était too much. Donc aujourd'hui, c'est un appel à texte par an pour les auteurs indépendants. C'est un appel à thématique, donc vous pouvez écrire sur n'importe quelle nouvelle que vous souhaitiez. Et si alors ces nouvelles sont anonymisées, c'est très important parce qu'elles sont lues par un comité de sélection qui, ne sait pas qui a écrit le texte et donc c'est beau de savoir que votre texte est sélectionné juste pour lui-même, pour ce que vous avez écrit dans cette, nouvelle. Et là, bah, j'ai participé au dernier appel à texte, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'étais là au numéro et après j'avais pas participé aux autres et donc le dernier numéro, par exemple, il y a eu plus de 100 candidatures reçues, 100 nouvelles reçues, ils en ont gardé une dizaine. Et la mise en avant, donc, c'est que, lorsque vous écrivez ce texte-là et vous publiez un recueil de ces nouvelles qui permet de faire connaître de nouvelles plumes, ce texte, il est disponible gratuitement sur la majorité des plateformes en ligne et depuis peu plus sur Amazon, parce qu'Amazon n'accepte plus les livres gratuits. Donc, maintenant, ils sont distribués essentiellement par Kobo sur leur site internet, et cetera. L'auteur, qui a été sélectionné peut avoir il a une page de promotion, en fait, de son dernier roman, du roman qu'il veut mettre en avant et surtout l'auteur est invité sur les stands de l'Indépenda dans les salons du livre. C'est-à-dire que c'est l'Indépenda qui, paye le stand pour les auteurs qui ont été assez sommaires, plusieurs fois. Et lorsque vous arrivez, donc vous n'avez pas payé le stand et vous vendez forcément des livres puisque vous êtes en présentiel, et cetera et l'intégralité de ces ventes vous reviennent. L'indépendant ne gagne aucun pourcentage sur ces ventes de livres. Il prélève juste la commission SumUp, vous savez, pour le petit boîtier carte bleue. Mais tout revient à l'auteur. Et souvent, bah, moi, je reçois un mail de l'indépendant qui me dit: «À tel salon, on a vendu X, de tes livres, peux-tu nous faire la facture? On va te payer, les livres qu'on a vendus pour toi». Donc c'est un process que je trouve très vertueux, que je les mets vraiment en avant et là, ils vont sortir au 1er juin, leur dernier recueil de nouvelles que je vous invite chaleureusement à aller, télécharger pour, leur faire de la visibilité. OK, on regardera. Émilie, toi, tu as des recos? C'est vrai que l'Indépendant, on était partenaires, on relayait systématiquement tous les appels à texte et les recueils quand ils sortaient et tout et ouais, super équipe, vraiment, après nous, notre mission n'est pas c'est toujours compliqué. On a tellement d'auteurs qu'on peut pas recommander certains auteurs ou dire: «Allez voir cet auteur versus un autre». Ce serait trop compliqué. On veut être, juste en fait dans ce qu'on fait. Après, tous nos auteurs nous sont ceux qui sont distribués sont partout. On met en avant sur notre homepage, on change, on met en avant un livre, parce qu'il y a une démarche, parce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on a eu comme échange ou et cetera. Ça peut arriver justement quand on voit
des histoires, un peu différentes ou des démarches, qui montrent des profils, auxquels on ne penserait pas. On fait des interviews, donc nous dans notre, rubrique actu, on interviewe des auteurs, justement pour essayer d'inspirer sur des démarches différentes et puis, voilà montrer que, ça on n'est pas forcément strictement de l'écriture de romans, et on peut être sur autre chose. Donc, voilà, sur notre site, on essaye, de montrer en tout cas des démarches, plus que de mettre en avant un auteur, pour le recommander, parce que c'est pas notre rôle, c'est pas notre mission. On essaye de rester, au maximum dans la neutralité, donc mais en tout cas, voilà, sur notre site, on peut voir quand même, aussi, beaucoup des livres qui sont publiés, et certains qui sont un petit peu mis en lumière. OK, merci beaucoup. Le podcast, touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir, participé, d'avoir, pris le temps de répondre, de manière hyper exhaustive à nos questions. C'est vraiment, très précieux. Merci beaucoup. Pour vous trouver, Bookelys, hein, en ce qui concerne, Émilie, vous tapez, le site internet, vous allez le trouver. Nathalie, tous tes livres, on les trouve, sur Amazon? Tout à fait, et puis j'ai mon site internet Nathalie Bagadé, c'est un pseudo, un nom d'auteur que j'ai créé, et donc quand on tape mon nom sur Google, on arrive sur toutes mes interfaces, il y a que moi. OK, super. On vous remercie pour votre temps et votre attention et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur le thème Parcours de combattant pour se faire éditer. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire et même en partageant cet épisode. Merci, à Voilà. bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.